Lara Fabian, bonsoir. Bonsoir. Quel honneur vous nous faites ici, dans un lieu aussi prestigieux que sont les Jardins du Faubourg. Alors pendant la préparation de cette émission, j'ai été agréablement surpris par le nombre de messages bienveillants qu'il y a autour de vous. Vous êtes une artiste au grand cœur. Je ne connais pas une personne sur cette planète qui ne vous connaît pas. La première question, elle est simple. Comment vous sentez-vous ? Alors je me sens d'abord très heureuse, très sereine et surtout très chanceuse d'avoir le privilège de faire le métier que je fais et de recevoir l'amour dont vous parlez, de ces gens incroyables qui me suivent depuis 30 ans. Exactement, et comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup ressenti. Merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Le beau temps est au rendez-vous, les surprises seront aussi au rendez-vous ce soir. L'émission s'appelle Le calendrier de Karim. Pour cette première, ce sera le calendrier de Lara. Vous connaissez le concept ? Expliquez-moi. Vous allez avoir un calendrier qui va s'afficher devant vous. Ce calendrier est composé de 30 cases. Derrière chacune d'entre elles se cache un message, une question, une image, un petit bout de votre carrière. Quoi qu'il en soit, c'est vous, Lara, qui allez guider cette interview, car vous allez décider quelle case nous allons ouvrir en premier. Êtes-vous prête à ouvrir une partie de votre vie aux téléspectateurs ? Oui, Karim, allez-y. On va commencer en ouvrant une première case de 1 à 30. Laquelle choisissez-vous ? 11. Le 11. Alors, avant de dévoiler ce qui se cache derrière la case numéro 11, est-ce que c'est du hasard ou bien il y a une signification derrière le numéro 11 ? Oui, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, qui est un chiffre sacré. Le 11 a un grand pouvoir. Disons qu'il est important dans ma vie et qu'au sens général du terme, c'est un chiffre sacré. C'est un chiffre sacré pour vous. Ouais. On va découvrir ensemble ce qui s'y cache derrière la case numéro 11. C'est parti. Coucou Lara, c'est moi, Zakia. Ça fait maintenant plus de 20 ans que l'on se connaît, que l'on est amis. Moi, je voudrais te remercier pour l'être formidable que tu es, pour l'ami exceptionnel que tu es. Quand on me demande comment tu es, j'ai tendance à dire que tu es naturel, simple. Mais je pense que tu es beaucoup plus que ça. Tu es quelqu'un d'assez rare dans ce monde. Et faudrait faire des petits copier-coller de Lara. Je crois que ça ferait bien. Ça ferait beaucoup de bien dans ce monde actuel. J'ai une petite anecdote qui va te faire sourire. On était dans la voiture et je t'ai demandé pour ta première à Bercy qui allait faire ta première partie. Donc tu m'as nommé les noms et je t'ai dit tiens Lara, pourquoi moi je peux pas faire ta première partie, en rigolant. Et tu ne m'as pas répondu et j'ai commencé à chanter. Et tu t'es occupée à parler à ton mari. Et en sortant de la voiture, tu m'as dit, mais tu sais Zakia, je parlais à mon mari, mais je t'écoutais en même temps. Et finalement, je pense que tu vas faire ma première partie. Mais en fait, pas ma première partie, mais la toute dernière partie. Quand j'aurai 90 ans. Parce que ça va pas du tout. Et en fait, après réflexion, je me suis dit, je ne veux pas faire ta première partie. En fait, je fais partie de ta vie. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Je t'aime et je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Ma chérie Zakia, ça c'est Zakia. Quel témoignage touchant. C'est mon amie depuis 20 ans. C'est vrai, on est très très proches. C'est vrai que parfois on a tendance à dire c'est ma meilleure amie. Et en fait, c'est comme si cet adjectif ne sert plus quand c'est si grand entre deux êtres, quand il n'y a pas d'étiquette sur une amitié à part l'infini. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment cette amie infinie que je souhaite à tout le monde. Donc vous n'êtes pas surprise de ce témoignage venant de Zakia ? Je suis toujours surpris d'autant d'amour. Enfin, on n'est pas surpris par l'amour, on est enveloppé par l'amour. Mais c'est toujours merveilleux de l'entendre à nouveau et de se sentir aimé comme ça. Ouais. Et c'est totalement réciproque. Vous vous voyez souvent avec Oui, Zakia ? oui. On se voit souvent, on se parle souvent, ouais, bien sûr. Et est-ce que Lara Fabian a beaucoup d'amis, de vrais amis autour d'elle ? Est-ce qu'on peut avoir beaucoup de vrais amis ? Je ne suis pas sûre, Karine. Pas beaucoup. Je pense que les vrais amis... C'est pas toujours une question de temps, d'ailleurs. On peut avoir un véritable ami parce qu'on se découvre une connexion réelle, profonde, tout de suite. Exactement. Et c'est dans le temps, en fait, qu'on développe la profondeur de cette amitié. Mais je pense pas qu'on puisse avoir beaucoup de vrais amis. Donc j'ai
3-4. Sur une main. Ouais, dans ce deuxième cercle, parce que le premier cercle, c'est ma famille. Bien sûr. Mais ouais, j'ai 3-4 merveilleux amis. Sur qui on peut compter. Oui. Alors, on a ressenti beaucoup d'émotions à travers le témoignage de Zakia. Je sais qu'il y a quelque chose qui vous caractérise beaucoup, c'est la solidarité féminine. Est-ce que vous avez envie d'en parler ? Oui, la sororité, ouais, c'est quelque chose en fait dont j'ai souffert parce que je trouvais qu'elle manquait bien souvent dans ce métier. Étant donné que j'ai été élevée par une équipe de femmes, je veux dire ma mère, ma grand-mère, ses sœurs, les femmes ont toujours été très importantes et j'ai toujours vu à quel point elles étaient unies. Donc pour moi, c'était un peu acquis. J'ai grandi dans cette croyance que les femmes, a priori, protégeaient les autres femmes, défendaient les autres femmes. J'ai ensuite évolué dans un métier. Et puis bon, pas que ce métier, hein, pas que le mien. Je pense que le mien est un des exemples que je peux vous faire, mais où j'ai observé que c'est pas si simple que ça, la sororité. Bien sûr. C'est plus un concept qu'une réalité dans la matière. Et donc, ça a pris du temps, en fait, pouvoir faire comprendre à ceux qui manquaient à ce rendez-vous-là, à quel point c'était crucial pour que les femmes se soutiennent, de trouver cette sororité, pour que les femmes survivent à certaines choses, de trouver cette sororité. Et qu'il n'y a aucun danger à aimer une autre femme plus belle, plus intelligente, plus talentueuse. Au contraire, on ne peut que s'en inspirer, on ne peut qu'en devenir meilleur. Donc, parfois, je crois que notre côté du miroir, le côté féminin, a parfois tendance à se mirer dans les peurs plutôt que de se mirer dans l'amour. Hein. Et quand on processe notre propre reflet par la peur de l'autre, en particulier une autre femme, on est assez seul finalement. On est assez seul. Et donc moi, je ne choisis pas cette solitude, je choisis la sororité. Je protégerai toujours une autre femme, envers et contre elle-même, même s'il fallait. Et je la défendrai toujours. Et je lui dirai aussi quand elle a tort. Parce que j'attends d'elle qu'elle me dise à moi aussi quand j'ai tort. Bien sûr. Ça, c'est la vraie sororité. Bien sûr. C'est cette lucidité qui permet un véritable lien, qui ne passe pas par le silence, qui ne passe pas par le mensonge et qui ne passe pas par la jalousie ou ce désir malsain parfois de vouloir posséder ce que cette autre femme magnifique a plutôt que de s'en inspirer. Et aujourd'hui, en 2025, vous la ressentez, cette sororité dans votre quotidien ? Alors, oui, parce que je me suis entourée de femmes qui ont à cœur cette sororité. J'ai une équipe vraiment très féminine, de mon manager qui s'occupe de mon maquillage, de mes cheveux. Donc, j'ai une équipe de femmes le matin quand on ouvre la porte. Dans ma loge, il y a au moins 5 gonzesses. D'accord. Au moins. Pas d'hommes. Il y en a. Mais avec des côtés très féminins. J'ai souvent choisi des hommes qui n'ont pas peur de leur côté féminin. Bien sûr, on a tous en plus un côté féminin. Bien sûr, comme on a toutes nous un côté yang, un côté Exactement. mec. Et c'est ce qui nous rend merveilleusement complémentaires en fait. Voilà, donc oui, il y a des hommes, je vous rassure, j'adore les hommes. Vraiment, je les aime. Donc il y a tout. Il y a surtout des gens qui ont ce sens de l'autre à cœur. Alors souvent dans ce métier-là, la critique est facile. Avez-vous souffert du manque de solidarité au début de votre carrière ? Au tout début, non, bien sûr que non. Après, comme beaucoup d'artistes qui ont mon parcours, je suis passée à travers une bérésina, à travers des critiques très acides, très violentes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je remercie cette époque de ma vie qui m'a appris à m'accrocher à l'essentiel, qui m'a appris à me consolider à la terre, donc au sens de l'humilité. L'étymologie de l'humilité, c'est khumous, c'est la terre. Donc pouvoir se connecter à la terre quand quelque chose qui vient de l'extérieur nous fait mal, c'est salvateur. Donc je vous dirais, j'ai beaucoup appris au travers de ces douleurs et de ces critiques parfois qui ont été d'une grande violence. Ça m'a permis d'évoluer énormément. Et aujourd'hui, avec la femme que vous êtes devenue, la carrière que vous avez derrière vous et la carrière que vous aurez encore, est-ce que vous apportez du crédit à cette critique médiatique ? Alors, il y a des critiques qui sont extraordinaires, même lorsqu'elles ne sont pas élogieuses, parce qu'elles sont constructives. Il y a des critiques qui jouent dans la cour d'une ligne éditoriale qui appartient à la violence et à la gratuité, et qui, pour le coup, là, n'appartiennent pas, en tout cas, à mes codes, à moi, et à ce que sont mes valeurs. Mais elles existent, elles font de l'audimat.
Elle fait partie un peu elles font partie de ce métier. Exactement. Et à un moment donné, il faut juste avoir j'ai envie de vous dire, la lucidité de s'en détacher après l'impact. C'est-à-dire, on est tous impactés d'une façon ou d'une autre par... enfin, moi, j'ai eu tout. C'est un thon, c'est une vache, c'est une grosse. En direct, je veux dire... sans problème, il y a des personnes qui n'ont eu aucun scrupule à parler comme ça, en direct à la télévision. Et, ok, on reçoit une gifle. Après, la vraie question, c'est que fait-on de cette gifle ? C'est ça qui est intéressant. C'est pas tellement la gifle, c'est comment on s'en sort. C'est est-ce qu'on choisit d'avancer à nouveau le visage pour en prendre une deuxième ? Ou bien on recule, on se dit, tiens, à quoi il jouait ? Ou bien de quoi parlait-il ? Bien sûr. Et on évolue. C'est vraiment ça qui s'est passé dans ma vie. Je prends cet exemple, mais sur le moment, ça doit faire mal. Ah oui, ça je vous confirme. Et comment, avec la notoriété que vous avez, vous arrivez à vous préserver de tout ça ? On ne peut pas se préserver de l'impact. On peut simplement, par contre, choisir ce qu'on en fait après. D'accord. On ne peut pas se préserver d'un accident. C'est vrai. Après, c'est comment est-ce qu'on se remet debout, en fait. Merci Lara, c'était cette toute première case. Le calendrier s'affiche. Il reste encore quelques cases. La prochaine, encore beaucoup de cases. 16. La prochaine. 16, une signification, le 16 ? Non, pas vraiment. Je vais y aller au hasard de votre calendrier. Allez, c'est parti. La case numéro 16, s'il vous plaît. Ah ! C'est un joli livre qui s'apparaît devant nous. Lara Fabian, je passe à table. C'est une autobiographie culinaire dans laquelle, au travers d'une quinzaine, 16 peut-être recettes, je raconte 16 passages de ma vie qui démarrent à ma naissance et qui finissent à une étape précise. Et où je brosse le tableau en fait de l'importance de la table dans ma vie. À quel point est-ce que ça a consolidé, validé, sécurisé, protégé certains instants, ou bien ça a simplement révélé des choses. Je suis une fille qui aime cuisiner, j'aime être avec les autres, ceux que je choisis et qui me choisissent aussi. Et donc très souvent dans ma vie, la table a joué un rôle capital, maître, un peu un rôle maître. Et j'ai beaucoup de plaisir à être à table, j'ai beaucoup de plaisir à manger, j'ai beaucoup de plaisir à cuisiner, j'ai beaucoup de plaisir à boire un verre de vin de qualité. Je trouve que c'est fédérateur, ça fait du bien. Bossuet disait « C'est à table qu'on gouverne ». Est-ce que vous avez écrit ce livre pour gouverner votre gourmandise ? On sait que vous avez des origines siciliennes et que la cuisine fait partie de la culture méditerranéenne. Ces recettes ont-elles une histoire particulière ? Chacune d'entre elles, oui. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous intéresse, à le feuilleter, à le regarder. Et dans chaque recette, vous trouverez une histoire attachée. Et parmi toutes ces recettes, si on devait en choisir qu'une ? Je choisirais l'ossobuco de ma mère avec le risotto, parce que c'est mon plat préféré, qu'il me rattache à ces moments de fête qu'elle créait comme personne. C'était un plat qui se faisait souvent chez vous ? Oui. C'est le jarret de veau qui cuit très lentement dans la sauce tomate au vin blanc. Ah, ça donne envie. Et c'est très bon, l'ossobuco. Le livre est toujours disponible, donc on vous invite, chers téléspectateurs, à aller vous l'arracher. Lara, la cuisine vous va si bien, le temps vous va bien également, vous êtes une très belle femme. Dieu, merci beaucoup. Avez-vous un secret beauté ? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs génétiques aussi. Si on vieillit bien, parfois on a une peau qui vieillit un peu mieux. Ma maman était comme ça, par exemple. Mais je crois que le secret c'est pas un secret. C'est un ensemble de paramètres et de choses qui font qu'on fait le choix de bien vieillir. Je crois que ça passe beaucoup par des choix actifs. Comment on mange, comment on dort. Hygiène de vie ? Ouais, comment on bouge. De quelle manière on réfléchit, de quelle pensée on alimente cette machine extraordinaire qu'est le corps d'un être humain. Les pensées sont fondamentales, la conscience est fondamentale. Donc je dirais que vivre en pleine conscience, c'est un premier facteur. Donc se dire, ok, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je vais vieillir, c'est quoi, à quoi je voudrais que ma vie ressemble dans ce vaisseau, dans ce corps. Donc qu'est-ce que je mange, comment je dors, quelle pensée je cultive, avec qui je passe le plus de temps. On est la somme des 5 personnes que l'on voit le plus, toujours. Ça, dans la vie, c'est une règle. Si on fait autour de nous, par exemple, on se dit, tiens, en ce moment, j'aime pas ça, ou je voudrais évoluer vers ça, et qu'on ne se rend pas compte, on n'est pas conscient du fait que c'est le produit de l'activité qui est la nôtre, alors on est souvent démunis. Mais si on n'oublie pas ce paramètre, qu'on est le produit des 5 personnes et des 5 choses qu'on fait le plus souvent, alors on peut modifier, on peut évoluer au travers de ce parcours.
Et on va revenir au niveau de la cuisine. Pour se préserver, Lara, vous mangez quoi le matin ? Ça dépend parce que parfois je choisis de ne pas manger le matin, justement, D'accord. parce que j'ai mangé le soir et donc je vais faire passer une fenêtre d'au moins 14 heures sans manger. Un jeûne ? Intermittent, ouais, voilà. Donc souvent, moi, je passe au repas du midi et donc généralement, c'est des protéines, des fibres, un peu d'hydrates de carbone, donc poisson, légumes, riz ou viande, pommes de terre et légumes. Dans l'après-midi, si j'ai faim, si j'ai besoin d'un snack, ça va être des fruits, des noix, et le soir, ça va être super léger. Voilà. Et j'essaie de me tenir à ça. Et si parfois j'ai vraiment envie d'un ossobuco avec du risotto à la milanaise, avec une livre de beurre dedans, je vais le manger accompagné d'un grand verre de vin, une bonne rasade. Et le lendemain, je vais faire attention. Donc je ne vais pas me priver, mais je vais faire attention. Je vais avoir une vision à long terme sur la nourriture que je dois manger. Et vous vous écoutez aussi ? Oui, souvent, ouais. Ouais, très souvent. Enfin. Parce que non, avant non ? Un peu moins. Un peu moins. On fait fonctionner parfois un peu plus les émotions que l'alignement. Hein. Il y a eu un élément déclencheur qui fait qu'aujourd'hui, vous vous écoutez plus ? J'en avais marre de souffrir. C'est tout, quand la couverture de cailloux est trop lourde, on décide de la déposer, c'est tout. Bien sûr. Il faut avoir assez souffert pour avoir envie d'arrêter. Exactement. Prochaine case, le calendrier s'affiche de 1 à 30. 8. Le chiffre 8. Ah, les duos. Johnny Hallyday, Patrick Fiori, Morane, Michel Sardou, Michael Bolton, Vita, Slimane, Serge Lama et bien d'autres. Parmi tous ces noms, Lara, avez-vous un duo qui vous a le plus marqué ? Et si oui, pourquoi ? Johnny. Johnny Hallyday ? Évidemment, du cœur, je vous dirais Morane, mais du ventre, je vous dirais Johnny. Pourquoi Johnny ? Pour tout. Pour ce que ça représentait à ce moment-là de ma carrière, pour le choix qu'il fait. Je suis la seule femme qui l'invite. Je suis au Stade de France. C'est incroyable, ça. Oui, c'est ça. Enfin, encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'ai du mal à trouver les mots justes parce que c'est là, pour de bon, c'est un alignement d'étoiles qui me dépasse complètement, qui me précédera toute ma vie. C'est le duo qui me précédera toute ma vie, qui changera ma vie, qui changera ma carrière et ma vie. Donc je dirais celui-là, sans conteste. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez participé à l'album anthologique qui retrace la carrière musicale de Serge Lama. Non, à l'émission de télé. Ah, l'émission de télé. Oui. Serge Lama, vous l'appréciez beaucoup ? Encore un père fondateur dans ma vie qui me lègue une chanson en me laissant le droit de la chanter comme si c'était la mienne. Je suis malade à changer ma vie aussi et à l'international surtout aussi. C'est un de ces êtres qui marque tellement une existence que d'ici à pour toujours, il fait partie des personnes les plus importantes de ma carrière. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, je sais que parmi ces duos, il y a aussi Morane. Bien sûr. Morane, je disais du cœur. Morane, elle me connaît et elle m'enveloppe depuis que je suis une adolescente, bien avant que je ne devienne le personnage public que vous connaissez. Morane était déjà dans ma vie. Ça, c'est plus l'aspect de la sororité sur lequel on a travaillé. D'accord. Et alors, Michel Sardou ? Un grand moment de tremblement intérieur pour moi. J'étais très, très fébrile. C'était une de ces premières fois où vous ne vous sentez pas à la hauteur, où vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Et où tous les musiciens ont été merveilleusement rassurants, lui aussi, bien sûr. Mais je me rappelle de ce moment, les musiciens viennent me voir en me disant « Vas-y, tu peux le faire ». Et ça s'est bien passé. C'est un moment où j'ai grandi, oui. J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me le confirmer ce soir, vous auriez eu Barbara Streisand au téléphone. Oui, c'est vrai. Et vous lui avez raccroché au nez. Oui, parce que je ne croyais pas au fait que ça pouvait être elle. Donc mon manager organise cet appel. Je suis à Montréal, sur le pont Jacques-Cartier, on est dans la voiture, le téléphone sonne et il me dit « Prends-le, c'est pour toi ». Je dis « Mais c'est ton téléphone ». Il fait « Prends-le, c'est pour toi ». Et donc, j'entends « Hi Lara, it's Barbara Streisand ». Je fais « Yeah, right ». Et je raccroche. Oh. Et là, je le vois, il blêmit. Il me dit « Mais c'est une blague !» Oui. Il fait « T'as pas raccroché au nez de Streisand ?» Je dis « Mais ça va, toi, c'est mon Streisand. Streisand qui m'appelle. » Et il me dit « Mais elle est folle, celle-ci, c'est pas vrai. » Et donc, il me dit « Mais elle rappellera pas, là. » Et là, le téléphone... Et sur le moment, vous regrettez J'ai envie de me jeter en bas du pont, oui. Et le téléphone ressonne. D'accord. Et elle me dit juste « You didn't believe me, right ?» Et là, je la reconnais. Bien sûr. Je fais « Maman ». Les 3 premières phrases, il fallait vraiment que quelqu'un aille m'acheter quelques voyelles parce que je n'en avais plus. Je fais « I'm so sorry ». Et puis, elle m'appelait parce qu'elle voulait chanter une de mes chansons.
Ah, incroyable. Broken Vow. Elle voulait les partitions de Broken Vow. Vous êtes rappelé par la suite? On s'est revus une fois ou deux. Ouais, j'ai rechanté une fois ou deux en sa présence. Ouais, c'est une très belle anecdote, ça. Je sais pas. Parce que quand même, raccrocher au nez de ce raison. Je plaisante. C'est pas tout le monde. On va passer à la prochaine case, toujours de 1 à 30. On a déjà fait le 11, 4. C'est le 8. Allez, le 4, le chiffre numéro 4. C'est parti. Coucou Lara, j'espère que tu vas bien, c'est Annabelle. Je voulais te faire d'énormes bisous, te dire merci de m'avoir inspiré tout au long de ma carrière et d'avoir inspiré des générations et te faire de gros bisous, te dire que tu es un être de lumière, une personne incroyable, une artiste hors pair. Je voulais du coup te passer un petit message en chanson que tu connais très bien. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat. Comme une star de cinéma. Je t'embrasse fort. Merci d'exister. Oh, waouh. Wow. Oh, wow. J'adore Annabelle. Je suis fan. Moi, je suis fanissime d'Annabelle. Ouais, justement de cette présence, cette grande présence qu'elle a, cette voix un peu éraillée qui nous confie tellement de secrets. Je l'aime beaucoup. Elle fera ma première partie tout au long de mes concerts. Génial. Ouais, donc j'ai ça, on ne savait pas. Voilà, c'est fait. C'est top. Vous le savez. Devant nous, une nouvelle génération de chanteurs et chanteuses qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de chanter avec Lara Fabian. Annabelle en fait partie. Je pense aussi à Icar, Lénie et tant d'autres. Quel message avez-vous à donner à cette nouvelle génération? Oh là là. Moi, j'ai pas de message, Karim. J'ai que l'envie de partager. J'ai que l'envie d'être moi-même et de pouvoir échanger de cœur à cœur, de note à note, de voix à voix. J'ai pas de message. J'ai juste envie de goûter la chance que c'est de travailler avec la nouvelle génération. Moi qui proviens vraiment d'une autre époque et qui, en même temps, a juste tellement de joie à être ici, maintenant. Bien dans son époque. Le partage, alors un conseil de professionnel. Un conseil pour cette nouvelle génération. Alors, je vais me permettre de vous dire quelque chose. Bien sûr. On ne donne jamais un conseil à quelqu'un qui ne nous le demande pas. Donc je n'ai pas de conseil, à moins qu'on me le demande. Et si on me le demande, si ça me paraît juste ou si ça me paraît fluide, à ce moment-là, je vais, avec toute la diplomatie du monde, tenter de transmettre quelque chose. Mais c'est plus transmettre quelque chose qui m'intéresse que de donner un conseil. Les conseillers ne sont pas les payeurs, non? Vous ne trouvez pas? Je ne sais pas. La transmission, le partage, la sororité, c'est... Alors, sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes se lancent dans une carrière de chanteur, pensant devenir une star du jour au lendemain en claquant des doigts. Alors, Lara leur dirait quoi à ces jeunes qui, pour la plupart, arrêtent leurs études? Ça dépend quelles études. Il y a des études qu'on peut arrêter parce qu'on on prend celle de la musique. Il y a des études qu'on peut modifier, adapter parce qu'on n'est pas fait pour les études, mais qu'on est fait pour autre chose. L'important, c'est de ne pas lâcher la connaissance. En fait, pour moi, il y a une grande différence et je ne suis vraiment pas en train de dire que c'est bon de lâcher l'école ou que c'est bon de sortir du lycée en s'asseyant sur son bacon et en faisant n'importe quoi. Pas du tout. Mais parfois, on rentre dans des contextes où d'un point de vue académique, c'est pas adapté pour nous et où on n'a pas envie d'être là. Moi, je sais, j'en parle parce que ça m'est arrivé. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il faut juste se réorienter. Donc, à ceux qui ont envie de lâcher l'endroit où ils sont académiquement entourés, je dirais, essaye de trouver quelque chose qui, d'un autre point de vue, te permet la connaissance, te permet d'évoluer, te permet d'apprendre, te permet de grandir. N'abandonne pas la connaissance, n'abandonne pas le travail, l'étude, la possibilité de savoir quelque chose. Le vrai pouvoir, il est dans la connaissance. Il est dans la connaissance qui permet la communication. Quand on abandonne la connaissance, on abandonne la communication. Quand on abandonne la communication, on se coupe des autres. Quand on se coupe des autres, c'est terminé. L'être humain n'a plus de sens. Exactement. Voilà. Donc je dirais, ne lâche pas ce qu'est l'école au sens généraliste du terme. Lâche ce qui ne te convient pas et trouve ce qui te convient, même dans le contexte académique. Donc avec du travail. Oui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très fort aujourd'hui en 2025. Les réseaux sociaux ont un gros poids chez les jeunes. Bien sûr. Beaucoup de jeunes pensent
devenir une star juste parce qu'ils ont fait quelques vidéos qui ont fait des millions de vues sur certains réseaux sociaux. Vous en pensez quoi de ça? Je pense que Est-ce qu'il y a une dangerosité dans... Je pense que le danger, c'est éviter la connaissance. Ceux qui croient ça sont des gens qui forcément n'ont pas de connaissance dans la matière où ils s'expriment. Oui, oui. C'est tout. Après, il y a des influenceurs, des youtubeurs, il y a des gens sur les réseaux qui sont de véritables génies de cette interface et qui sont des masterclass en mouvement. Et peut-être plutôt que de banaliser, de généraliser le fait que qui que ce soit se trouve sur les réseaux, est un piètre connaisseur en quoi que ce soit, plutôt aller s'inspirer de ceux qui gèrent cette interface, comme des cadors, et qui modifient le visage de certaines choses. Et il y en a plein. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Qui ne l'est pas? C'est vous ou c'est quelqu'un qui gère vos réseaux sociaux? C'est une équipe qui gère mes réseaux, avec en particulier une femme devant qui est un maître en la matière, qui est mon manager. Et vous lisez un peu les messages de vos fans sur les réseaux? Elle fait en sorte que ce qui est important soit lu et entendu. Vous avez été directrice pour la Star Academy, coach pour The Voice Kids dernièrement. Avez-vous un projet pour pérenniser le talent de cette génération en devenir? Moi, j'ai le projet d'ouvrir cette école que j'ai en tête et dans le cœur depuis très longtemps. Mais pour l'instant, dans la matière, elle ne trouve pas sa place parce qu'il y a trop de choses face auxquelles j'ai des responsabilités et je dois mener à bien chacun de ces projets. Mais oui, un jour ou l'autre, j'ouvrirai. C'est une école, j'ai envie de vous dire que c'est un endroit où on pourra se réunir pour vivre des séminaires de transmission en utilisant le chant comme matière première. Donc peut-être très prochainement une école. Elle sera ouverte à tous, oui, cette école? Oui. Il faudra moins bon chanteur. Il faudra une lettre d'intention. Pour moi, l'important, c'est de savoir pourquoi vous voudrez venir. Voilà. Et donc, j'aurai besoin de lire pourquoi avant de vous y accueillir. Bien sûr. Voilà. Bon, je postulerai peut-être alors. J'ai écouté et pleuré. Ce sont les mots forts et émouvants d'une personne sourde qui, grâce à un gilet relié à son téléphone, a pour la première fois de sa vie ressenti la musique par vibration. Avez-vous eu connaissance de cette innovation? Bien sûr. Donc elle figure même dans le clip de Je suis de toi. Je pense même que c'est la première musique qui a mis en place cette innovation. Oui, tout à fait. Vous en êtes fière? Je suis très touchée et très honorée d'avoir pu être au démarrage, au départ de ce parcours. Et je pense même que ça donne de l'espoir. Oui, j'en suis certaine et je crois que la musique n'est pas qu'un son, c'est une matière vibratoire et que par le biais de ces gilets, on peut la ressentir au travers du corps. On ne l'entend pas comme le quidam l'entend, mais on la ressent comme une matière au travers du corps. Donc je me sens très privilégiée de pouvoir participer à ce projet. Alors, j'invite les téléspectateurs à aller sur, je ne sais pas si je peux le dire, sur App Music et mettre la chanson de Lara Fabian. Et vous allez pouvoir ressentir les vibrations. On passe à une prochaine case. Devant nous, le calendrier. Un prochain numéro, Lara? 24. Le 24. Alors, c'est un clapet de cinéma. On vous a vu dans de nombreux clips. Vous avez une vraie présence cinématographique. Y a-t-il un réalisateur ou producteur français, anglais, américain ou n'importe quel autre pays qui vous a proposé un long métrage? Oui, à l'époque, il y a eu Lelouch qui m'avait proposé un long métrage pour des raisons qui lui appartiennent. Ça ne s'est pas fait. J'ai beaucoup aimé. C'est une très belle anecdote. Donc, il me caste, il me dit que ça va être moi, que je passe l'audition. Et puis, quelques jours après, il me rappelle et il me dit ça va te paraître fou ce que je vais te dire. C'était magnifique. Tu es parfaite. Mais tu es trop lumineuse. Oh. Il me faut un personnage plus sombre. Il dit mais je ne pensais pas. Je ne pensais pas que ça se serait passé comme ça. Et j'ai trouvé ça fou, j'ai jamais oublié évidemment. Oui, bien sûr. Ce moment. Bon, après, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait des caméos dans certains très jolis films, comme La vie de Cole Porter, avec de grands acteurs, de grands artistes autour de moi. J'ai chanté pour des BO, que ce soit des films de Spielberg ou un film de Stallone. J'ai fait plein de choses comme ça. Mais dernièrement, qu'on m'ait proposé un rôle comme protagoniste dans un film, dans un long métrage, pas en français, ça m'est arrivé en italien, il n'y a pas très longtemps. D'accord. Oui. Vous l'avez accepté? Non, pas encore. Vous réfléchissez? Ouais. On espère voir Lara Fabian. Faut que je t'en parle dans un passé. On espère voir Lara Fabian au cinéma. Ça serait bien, j'aimerais bien.
Pour la première fois, on retrouvera Lara Fabian à l'Accor Arena le 7 décembre prochain et le 10 mars 2026. Pourtant, vous avez chanté à travers le monde. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour faire Bercy? Ah bah alors ça, j'en sais rien du tout, Karine. C'est que c'était pas dans ma trajectoire à ce moment-là. Oui. Et j'ai l'impression que c'est tellement juste maintenant, que ce soit maintenant. Je vais tellement en profiter. Je vais tellement être toute entière là pour le vivre. Donc je pense que c'est juste maintenant. Vous l'attendiez, cette scène? J'ai envie de vous dire qu'on n'attend pas la beauté. Elle se présente un jour et on l'accueille. C'est très beau. En tout cas, on sera présent le 7 décembre prochain. Merci. Je me transforme en petite fée, avec une petite baguette magique. Et je vous donne l'occasion de réaliser un projet fou. Lequel ce serait? Waouh, ça c'est une incroyable question. Bon, faut m'imaginer en petite fée, avec une petite baguette. Ouais, c'est facile. C'est vrai? Je vous dirais un projet interactif pour les enfants qui leur permettent, grâce à la musique, d'apprendre, dès qu'ils sont tout petits, au moins 3-4 langues. Waouh! Pour qu'ils puissent, parce que les enfants sont des éponges, pour qu'ils puissent directement, grâce à la musique, grâce à de beaux textes, grâce à une merveilleuse comédie musicale, en fait, dont le thème serait apprends 3 langues, apprends 4 langues. Voilà. Et prendre ça dès qu'ils sont tout petits, et que ce soit interactif, et que ce soit accessible, et donc compréhensible pour toutes les langues et tous les enfants du monde, et qu'ils puissent choisir, je dis n'importe quoi, qu'un francophone puisse choisir l'anglais, l'italien, l'espagnol, qu'un allemand puisse choisir l'espagnol, l'anglais, le français. Un projet interactif dans lequel, de manière aléatoire, on puisse choisir au moins 3 langues et les développer avant l'âge de 12 ans. Et c'est vrai, parce qu'à cet âge-là, on leur apprend les comptines. Oui, mais ce serait ça. Oui. Ouais. Au travers d'un message ultra bienveillant qui parlerait de transmission, qui parlerait d'humanité, qui parlerait de bienveillance, qui parlerait d'amitié, qui parlerait d'amour, voilà, qui parlerait des codes les plus fondamentaux qui font de nous une race unie. Je parlerais de ça. Ouais. Et à l'exemple de vous-même, parce que je sais que vous parlez 3 langues. Beaucoup de langues. Oui, 3. 3? 3 et ish, et j'en comprends assez bien une autre que je mastique, mais pour moi, très bien parler une langue, c'est ne pas réfléchir pendant qu'on parle. Voilà. Ou rêver. Je parle qu'une langue, moi. C'est vrai? On réfléchit toujours un peu. Merci, Lara. Avant de terminer, avez-vous un regret? Non. Aucun regret dans votre vie? Dans votre carrière? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que ça modifierait qui je suis. Même si je devais en ce moment même vous dire « Ah, ça, j'aurais pas dû le faire, je serais pas ici, comme je suis avec vous. » Donc non, je ne regrette rien. Non. Rien de rien. Je préfère les remords. Les remords au regret. Je préfère les remords, ça veut dire qu'au moins je l'ai fait. Alors, il y a d'autres cases à ouvrir, mais le temps presse. Je sais qu'en plus, vous nous donnez cette chance d'être là ce soir alors que vous sortez de répétition. Oui. Une préparation de plusieurs concerts et d'une belle tournée qui arrive très prochainement. Lara, c'était un bonheur. Oh, merci Karine. Vraiment. Pour moi aussi. C'est vraiment sincère de vous avoir reçu, de nous avoir fait l'honneur d'être la première, pour cette première du calendrier de Karim. Merci encore. C'est moi qui vous remercie Karim. Vraiment, c'était un très beau moment. Et merci pour cette très belle question. Cette émission a été réalisée par Guillaume Bazin, à la rédaction Fabienne Amiac. Nous remercions Jennifer Bocara de nous avoir permis de nous installer dans un des lieux les plus magiques de la capitale, les Jardins du Faubourg. Merci à la production Scroll TV Radio. On se retrouve ce vendredi pour la reprise de Ça va scroller avec tous vos chroniqueurs. Mercredi prochain, ce sera Philippe Candeloro qui dînera en ma compagnie. D'ici là, prions pour que ce monde reçoive autant de douceur et de bienveillance que j'en ai reçu ce soir avec Lara Fabian. À bientôt. Ce que je peux dire aujourd'hui, au bout de 20 ans, tu es une véritable amie, dans le sens propre comme figuré. J'ai qu'une seule chose à te dire, c'est merci. Merci d'être là. Faut pas que je pleure. Merci d'être toujours là pour moi. Dans les bons comme dans les moins bons moments. Mais qu'est-ce que je t'aime, ma Lara. Qu'est-ce que je t'aime, ma Lara. Bon. Je préfère arrêter la vidéo, sinon je vais pleurer. Prends soin de toi. Et tu es merveilleuse.